Donc, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Hélène Dieppe, je dirige le groupe Prium qui accompagne les professionnels avec le portage salarial. J'en parlerai un peu, mais ce n'est pas l'objet du live d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la formation professionnelle et comment devenir formateur. Donc, alors, quelques règles. C'est la première fois que je fais un live LinkedIn et Facebook, donc je suis hyper contente. Donc, alors, quelques règles. Je vais répondre à vos questions au fil de l'eau. Et puis, n'hésitez pas à faire un chat, à répondre au chat. Et puis, sinon, je ferai une petite session à la fin également. Normalement, c'est 1 heure, mais on dépassera peut-être un tout petit peu. Donc, voilà, s'il y a un souci, n'hésitez pas. Donc, je vais envoyer la présentation. Alors, comment devenir formateur? Donc, le sommaire de cette présentation, c'est les étapes pour devenir formateur indépendant, les statuts, donc quel statut choisir, les obligations du formateur indépendant, les dispositifs de financement. Donc là, je vous parlerai du CPF, du plan de formation, voilà, du FNE, et puis je vous ferai un petit zoom sur le portage salarial qui est une super alternative pour le formateur. Bon, bah super, je vois que le son fonctionne super bien et qu'on m'entend bien, donc c'est top. Alors, quelles sont les étapes pour devenir formateur indépendant? Alors, vous savez que si vous souhaitez devenir formateur, vous devez déjà créer une entreprise, d'accord? Donc, soit c'est une entreprise individuelle, la micro-entreprise fait partie de l'entreprise individuelle, ou sinon, vous pouvez créer une société. Donc, il y a des démarches d'enregistrement. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Donc, je ferai un petit focus sur l'entreprise individuelle et les sociétés tout à l'heure. Ensuite, dès que vous avez créé votre société, vous devez faire une déclaration initiale d'activité de formation. Donc, la déclaration initiale d'activité de formation, ça se fait au niveau de la DRINS. Donc, vous pouvez obtenir le numéro, pour obtenir un numéro d'agrément. Donc, pour ce faire, vous devez d'abord signer une première convention de formation, d'accord? Donc, vous signez un contrat avec un client et au bout de 3 mois, vous devez faire la demande à la DRINS. Ensuite, vous devez remplir le CERFA, envoyer la copie de la première convention, le programme de formation, avec la liste des formateurs, leur CV. Vous transmettez votre extrait CABIS, donc, ou le certificat d'inscription à l'INSEE si vous êtes une micro-entreprise ou une entreprise individuelle, votre casier judiciaire du dirigeant et la copie de vos statuts. Et sous 30 jours, la DRITS vous délivre votre déclaration initiale d'activité de formation, donc votre NDA, votre numéro d'activité. Ensuite, dès que vous avez ça, vous devez obtenir la certification Calliope, qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2022, si vous souhaitez que vos clients bénéficient de fonds mutualisés. Voilà, donc si vous faites des formations et que le client n'a pas besoin de fonds mutualisés, comme auprès des OPCO, du CPF, etc., vous n'avez pas besoin d'être certifié Calliope. Mais par contre, si vous travaillez avec... Donc là, c'est dans le cadre, par exemple, où vous sous-traitez avec un organisme de formation. Et c'est l'organisme de formation qui gère tout. Mais par contre, si vous avez des clients qui ont besoin de bénéficier de fonds d'OPCO, par exemple, vous devez être certifié Calliope. Okay. Et enfin, vous pouvez obtenir une attestation fiscale d'exonération de TVA auprès de la DRITS. Donc là, ça permet quoi? Ça permet de facturer sans la TVA. Donc ça, c'est hyper intéressant si vos clients sont des particuliers, d'accord? Ou si c'est une association, par exemple, qui ne récupère pas de TVA, parce qu'elle n'est pas assujettie à la TVA. Voilà, donc ça, c'est les grandes étapes pour devenir formateur indépendant. Donc déjà, créer sa société ou son entreprise, obtenir le NDA, donc avec toutes les étapes, avoir la certification Calliope et obtenir une attestation d'exonération de TVA si vous le souhaitez. Ce n'est pas une obligation. Voilà. Alors, quel statut choisir? Donc,
Si vous décidez de créer une entreprise individuelle, il faut savoir que l'entreprise et vous, vous êtes une seule et même personne. C'est-à-dire que vous n'allez pas créer une société à part, d'accord? Donc la constitution et le fonctionnement sont très simples et par contre, vous avez une responsabilité illimitée. C'est-à-dire que votre patrimoine personnel et professionnel sont confondus. Donc vous allez être responsable de des dettes de votre entreprise sur l'ensemble de vos biens, y compris ceux qui sont acquis avec votre conjoint. Alors, par contre, le logement principal est insaisissable et l'État a mis en place le régime de l'EIRL, voilà, qui vous permet de protéger vos biens personnels. Donc, ça vous permet d'affecter un patrimoine affecté. Et puis, comme ça, les créanciers voilà, ne peuvent poursuivre que le patrimoine affecté. Donc, c'est un régime que vous pouvez activer avec l'entreprise individuelle ou la micro-entreprise. Alors, quels sont les critères de la micro-entreprise? Donc vous avez parlé, enfin vous entendez parler de la micro-entreprise. En fait, c'est le nouveau nom de l'auto-entreprise. La micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle avec ou sans le statut de IRL et pour bénéficier de ce micro-régime, vous ne devez pas dépasser 72 600 € de chiffre d'affaires pour les prestations de services, d'accord? Il y a plein d'avantages sur la micro-entreprise. Donc le premier avantage, c'est que vous allez très peu cotiser. Vous allez avoir 23 de cotisation sociale au lieu de 45 si vous êtes en entreprise individuelle. Vous allez pouvoir bénéficier de l'ACRE. Donc l'ACRE, pendant 1 an, ça sera uniquement 11 de cotisation sociale. Et ensuite, vous repassez à 23 Si votre micro-entreprise était créée avant 2020, en fait, l'ACRE, c'était 5,5 la première année, 16,5, 19,8 et ensuite 23 Voilà. Mais maintenant, pour bénéficier de l'ACRE, c'est plus automatique, donc c'est soumis à conditions. Vous n'avez pas de TVA à facturer, donc là, que vous soyez un organisme de formation, un formateur ou vous faites de la prestation classique, autre que la formation, la micro-entreprise permet de ne pas facturer de TVA jusqu'à 34 400 € de chiffre d'affaires. Donc le premier euro supplémentaire, vous devez facturer la TVA. Et vous bénéficiez, qui est très intéressant, mais après il y a des avantages et inconvénients, c'est l'abattement de 34 de votre chiffre d'affaires pour l'impôt sur les revenus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous êtes soumis à l'IR, donc l'impôt sur les revenus. L'État va prendre votre chiffre d'affaires, va diminuer de 34 et c'est le restant dû qui va être soumis à l'IR. Voilà. Donc l'abattement des 34 va remplacer en fait tous vos frais professionnels. C'est pour ça qu'en micro-entreprise, vous ne pouvez pas voilà, déduire en charge vos frais. Donc d'un côté, c'est intéressant, d'un autre côté, ça peut être une contrainte si vous avez beaucoup de frais. Alors, par exemple, nous, on a une société de portage salarial qui accompagne les négociateurs immobiliers. Et c'est vrai que les négociateurs immobiliers ont énormément de frais, notamment sur les frais kilométriques. Et donc, pour eux, ce n'est pas hyper avantageux, voilà, le statut de micro-entreprise. Donc, voilà, ça va dépendre aussi des dépenses que vous allez avoir. Alors, la micro-entreprise, les inconvénients. Alors, juste au niveau des avantages, c'est que c'est très simple, hein, vous devez faire juste une déclaration auprès de l'URSSAF pour créer votre micro-entreprise. Donc, c'est assez simple à mettre en place et la comptabilité est très allégée. Alors, au niveau des inconvénients, comme l'entreprise individuelle, vous allez cotiser au SSI, qui est le nouveau nom du RSI. Enfin, nouveau nom, ça fait quand même quelques années que c'est la sécurité sociale des indépendants. Vous avez 45 de cotisation sociale si le chiffre d'affaires est supérieur à 72 600 €. C'est-à-dire que si vous dépassez ce plafond-là, vous allez perdre ce micro-régime, en fait. Mais il faut savoir que vous pouvez bénéficier de ce micro-régime pendant 2 ans, même si vous le dépassez, d'accord? C'est pas immédiat. Donc, imaginons que la première année, vous fassiez 50 000 € de chiffre d'affaires, ensuite 80 000, 90 000, et ben, c'est qu'après coup que vous allez perdre le bénéfice de ce micro-régime. Donc, c'est pas tout de suite.
Vous devez facturer la TVA à partir de 34 400 €. Le patrimoine personnel et professionnel sont confondus et après, comme tout entrepreneur et entreprise, vous, devez prendre des assurances pour, votre activité, donc la responsabilité civile professionnelle. Lorsque vous êtes en micro-entreprise ou en entreprise individuelle, vous cotisez pas au chômage, d'accord? Et vous ne bénéficiez pas de la retraite des salariés. Donc ça, c'est un des gros inconvénients. Et puis, vous n'avez pas de frais d'investissement possibles puisque vous avez l'abattement forfaitaire au niveau de l'IR à 34 comme je disais tout à l'heure. Alors, au niveau de la société, vous allez créer une personne morale qui va être distincte de vous. Donc, contrairement à l'entreprise individuelle où l'entreprise et vous, vous êtes la même personne, la société, vous créez quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, vous allez avoir un contrat qui va fixer les règles et le fonctionnement en fait de la société. Ce sont les statuts et vous devez apporter un minimum d'argent ou de biens qui est le capital social. Aujourd'hui, le capital social, on va dire que c'est extrêmement libre. C'est 1 €, voilà, pour une SASU, donc par contre, moi, je conseille toujours de mettre un peu d'argent parce que, en termes de crédibilité auprès de la banque, de vos partenaires ou si vous avez besoin, d'être accompagné, de faire un prêt, c'est toujours bien d'avoir un peu de capital social. Voilà. Quand vous créez une société, la société et vous, vous allez avoir, 2 patrimoines. Vous avez votre propre patrimoine personnel et la société a son propre patrimoine. Du coup, vos biens personnels sont à l'abri. Voilà. Vous devez respecter un certain nombre de formalismes qui n'existent pas avec l'entreprise individuelle ou la micro-entreprise, qui sont les assemblées générales, extraordinaires, ordinaires, et cetera. Vous devez, domicilier votre société, avoir un siège social et vous, en tant que dirigeant, vous allez agir pour le nom, enfin au nom et au compte de la société, d'accord? Donc, vous avez plusieurs statuts de dirigeant. Soit vous êtes en SAS ou en SASU. Donc la SASU, c'est la SAS, mais unipersonnelle. Vous allez être président. Si vous êtes en SARL ou en EURL, vous allez être gérant. Voilà. La SASU ou la SAS, le président, il est assimilé salarié. Ça veut dire que vous bénéficiez de bulletins de salaire, d'accord? Donc, comme moi, en fait, je suis présidente de mes structures, je suis assimilée salarié, j'ai des bulletins de salaire tous les mois, je paye l'impôt sur le revenu sur la base de mes salaires et ma société paye l'IS. Quand vous êtes en SARL ou en EURL, vous êtes gérant, travaillant non salarié, donc TNS. Vous cotisez au SSI et non pas à l'URSSAF. Et puis, sauf si vous êtes gérant minoritaire du NSARL, vous pouvez bénéficier du statut de salarié. Mais sinon, vous êtes TNS et vous cotisez au SSI. Voilà. Et donc, c'est la société qui est soumise à l'IR. Je ne sais pas si c'est clair. J'ai l'impression que c'est clair. Mais voilà, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Donc ça, c'est dans les grandes lignes des différents statuts. Alors peut-être, les avantages et les inconvénients de ces statuts-là, rapidement. Hem, la SA enfin, quand on crée une société, c'est quand même, assez complexe. Voilà, vous devez être accompagné, d'un cabinet d'experts comptables. C'est pas une obligation, hein, vous pouvez faire votre propre comptabilité, mais c'est toujours mieux. Voilà, vous avez, beaucoup de formalisme à faire et puis il y a un coût. Lorsqu'on crée une société, il y a le coût, de l'annonce légale, voilà, il y a le coût, du dépôt des fonds, du capital social, mais c'est pas non plus extraordinaire, hein, c'est quelques centaines d'euros. Il faut compter 2-3 semaines avant de recevoir le cabis, voilà, avant d'exercer votre activité. Donc, il y a quand même, une certaine contrainte. Vous devez comme, en fait, l'entreprise individuelle et la micro-entreprise, souscrire à des assurances, hein. Donc vous avez, la RC Pro, vous pouvez mettre en place la prévoyance, enfin voilà, il y a quand même pas mal d'assurances à côté. Et puis vous avez une comptabilité à tenir qui est quand même beaucoup plus contraignante, en fait, que l'entreprise individuelle ou la micro-entreprise.
Alors, du coup, là, je vous ai expliqué, à l'instant, comment on se lance. D'abord, on crée, sa société ou son entreprise. On souhaite, devenir formateur indépendant et donc quelles sont les obligations? Alors déjà, vous devez, comme indiqué tout à l'heure, obtenir votre NDA auprès de la DRITS, d'accord? Vous avez votre NDA, vous pouvez demander l'exonération de TVA auprès de la DRITS également et ensuite, vous avez certaines obligations. Voilà, vous êtes organisme de formation, formateur et là, vous devez, tenir des obligations. Alors déjà, vous devez établir un bilan pédagogique et financier chaque année. Alors, il faut faire très attention, il faut le faire chaque année, au risque de perdre votre NDA. Donc même si vous n'avez pas d'activité de formation, faites quand même le bilan pédagogique et financier. Voilà. Vous devez établir un règlement intérieur dans les 3 mois qui suivent le début de votre activité et ce règlement, vous devez le transmettre à vos stagiaires, d'accord? Tous les documents que vous allez communiquer avec vos clients et vos stagiaires, que ça soit les devis, les factures, la convention de formation et cetera, vous devez toujours indiquer votre numéro d'activité et vous êtes, dans l'obligation de signer une convention de formation professionnelle avec des clients qui sont des personnes morales, donc qui sont des entreprises, d'accord? Donc la convention de formation professionnelle, elle est très, comment dire? Encadrée, donc il faut enfin voilà, c'est encadré par la réglementation. Il y a la nature de la formation, de l'action de formation, l'intitulé, les objectifs de formation pour vos stagiaires, le contenu, les moyens que vous mettez en place, les moyens pédagogiques, les modalités pédagogiques, la durée de la formation, la sanction, si vous proposez une certification, voilà, le prix, les règlements, et cetera. Voilà, donc tout ça, il faut vraiment bien l'indiquer dans la convention de formation. Et puis, obtenir la certification Calliope si vous souhaitez que vos clients bénéficient de fonds de subvention. Par contre, si vous travaillez avec un organisme de formation, voilà, normalement, l'organisme de formation ne vous demandera pas d'être certifié Calliope, mais ça peut arriver que certains organismes de formation vous demandent d'obtenir la certification Calliope, puisque comment dire, un gage de qualité. Mais ça, j'en parlerai tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que la certification Calliope? Donc, la certification Calliope, c'est une certification que vous devez obtenir si vous souhaitez que vos clients bénéficient de fonds, mutualisés. C'est obligatoire depuis janvier 2022. Il y a 7 critères dans le référentiel national qualité, d'accord? Donc, les conditions d'information publique, l'objectif et l'adaptation des prestations, voilà, de formation. Il y a un critère sur l'accueil, le suivi, l'évaluation du public. Critère sur l'adéquation des moyens et l'évaluation. Un critère sur la qualification et le développement du personnel. Donc ça, c'est important. L'idée, c'est de dire que vous vous auto-formez, que vous continuez à vous former ou que les formateurs qui travaillent avec vous sont toujours dans cette, dans cette continuité d'apprentissage continu et d'amélioration continue. Voilà. Inscription et investissement du prestataire et appréciation et amélioration continue. Donc, ce sont des critères qui sont du Datadoc, mais qui ont été complétés et développés, voilà, pour Calliope. Mais on repart quand même des critères du Datadoc. Oui, bien sûr, je vais partager les documents. Ne vous inquiétez pas. Alors, comment est-ce qu'on obtient la certification Calliope? Alors déjà, il faut choisir un certificateur qui est accrédité par le COFRAC. Donc, je vous enverrai du coup le document. Il y a quelques liens. Donc, c'est le site du ministère du Travail. D'accord? Vous prenez contact avec le certificateur et qui va planifier avec vous et organiser l'audit et mettre en place tous les outils de communication. Donc, par exemple, si ça se fait
en visio ou où la certification, enfin l'audit ne se fait pas sur place, vous devez mettre en place des outils, des moyens pour transmettre vos documents, par exemple. Voilà. Donc ça, vous allez faire mettre en place tous ces moyens avec l'auditeur. L'auditeur va réaliser un audit en vérifiant votre conformité au référentiel national qualité. Donc, je vous ai donné les 7 critères tout à l'heure, d'accord? Ils vont vérifier que voilà, tout ce que vous faites correspond bien au référentiel national qualité. Et à la fin de l'audit, le certificateur va vous lister les non-conformités mineures et majeures. Si vous n'avez pas de non-conformité, vous avez obtenu la certification Calliope. Si vous avez des non-conformités mineures et majeures, vous n'allez pas perdre la possibilité d'avoir la certification Calliope. En fait, ils vont vous permettre de modifier et de vous améliorer pour répondre à ces non-conformités. Voilà. Donc, la certification Calliope, vous allez l'avoir, mais ça peut prendre du temps, ça peut prendre un délai, etc. Enfin, voilà, c'est un investissement quand même en termes de temps et de gestion. Mais si vous allez dans cette certification-là, vous allez l'avoir si vous mettez en cohérence voilà, et vous corrigez. Donc ensuite, vous avez l'audit de surveillance et l'audit de renouvellement. Donc l'audit de surveillance, c'est après la certification Calliope, au bout de 14 à 24 mois, l'auditeur va faire un nouvel audit, d'accord? Et vous avez l'audit de renouvellement qui a lieu tous les 3 ans. Voilà. Alors, au niveau du coût, il y a un arrêté du 6 juin 2019 qui a fixé, en fait, le nombre de journées d'intervention en fonction du chiffre d'affaires de l'organisme de formation. Donc, c'est environ 1 500 € pour un chiffre d'affaires inférieur à 150 000 €. Voilà. Donc moi, je vous conseille fortement, si vous souhaitez vous lancer dans cette certification, c'est de lire le guide, voilà, le guide du référentiel national qualité, le guide de lecture. Il se trouve en ligne et puis j'ai mis aussi le lien hypertexte dans la présentation. Voilà, lisez-le, tout est décrit, tous les critères, comment répondre aux critères, c'est hyper voilà, intéressant. Vous pouvez aussi faire le choix de vous faire accompagner avant de passer la certification Calliope. Il y a des consultants qui peuvent vous accompagner et faire voilà, un pré-audit avec vous et des audits à blanc pour vous préparer à la certification. Donc, n'hésitez pas. Donc, ensuite, quand vous avez la certification Calliope, vous avez des obligations. Donc, déjà, vous devez établir votre programme de formation en respectant les critères Calliope. Ensuite, vous devez établir le déroulé pédagogique de la formation. Donc, vous avez des objectifs par séquence. Imaginons, vous avez un plan de formation avec plusieurs séquences, des contenus, la description des méthodes pédagogiques, des moyens, les outils et apports pédagogiques, comment est-ce que vous allez évaluer en fait la connaissance de vos stagiaires et puis comment vous ajustez en fait votre formation. Voilà. Donc, tout ça, il faut vraiment établir tout ce déroulé. Et vous devez créer, bien entendu, les supports de formation que vous devez transmettre à vos stagiaires et créer surtout le référentiel de veille. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau par rapport au Datadoc et sur lequel l'auditeur va quand même vérifier et contrôler. C'est que vous êtes dans cette phase, toujours dans l'amélioration continue et vous devez faire de la veille sur vos formations et sur vous en tant que formateur. Donc, de la veille légale, réglementaire, de la veille sur l'évolution des compétences, de la veille sur l'innovation pédagogique, technologique. Voilà, imaginons que vous donnez des formations sur, je ne sais pas moi, la gestion de projet, il y a différentes techniques, il y a des nouvelles techniques qui arrivent. Enfin, il faut toujours montrer en fait au certificateur que vous allez toujours faire évoluer votre formation. Voilà. Et donc ça, c'est très important. Et donc, vous allez lister en fait dans le référentiel les dates où vous réalisez votre veille, les sources. Ça peut être des sources sur Internet, des sources de la bibliothèque, du contenu, des magazines, etc. Les références. Quels sont les impacts de cette veille vis-à-vis de votre formation?
Donc c'est vraiment un travail, voilà, qui est à constituer, mais c'est hyper intéressant et pour vous, c'est super parce que, voilà, pour vous, vous serez toujours dans cette démarche-là, de vous améliorer continuellement et de fournir encore des prestations de meilleure qualité. Donc Calliope, c'est vraiment ça, c'est de vérifier que vos formations sont des formations de qualité et que, votre méthode de travail est toujours dans l'amélioration continue. Et contrairement au Datadoc, Calliope, c'est fait sur des preuves, alors qu'au niveau du Datadoc, c'était que du déclaratif, en fait. Là, Calliope, vous devez fournir des preuves, aux auditeurs. Voilà. Donc avant, pendant et après la formation, alors des choses qui ont encore bougé. Avant de faire une formation, Calliope vous oblige à réaliser un diagnostic préalable de formation avec votre stagiaire. Donc voilà, l'idée, c'est de étudier avec lui son besoin de formation, pourquoi, ses objectifs. Ça, ce n'était pas une obligation hein, avant Calliope. D'accord. Donc maintenant, vous devez faire ce diagnostic préalable et le consigner, parce que l'auditeur va vous demander des preuves que vous avez réalisé le diagnostic préalable. Vous devez faire signer la feuille d'émargement. Donc, cette feuille, c'est en fin de formation que le stagiaire dit qu'il a bien suivi la formation et faire remplir le questionnaire de satisfaction du stagiaire. L'idée avec ce questionnaire, c'est aussi de vous améliorer. Voilà. Donc, c'est hyper intéressant. Moi, sur mes webinaires, je demande un questionnaire de satisfaction. L'idée, c'est d'améliorer aussi mes présentations dans le futur, de voir si voilà, ça colle, ça cadre par rapport à vos besoins. Donc, une attestation de présence à remplir si demandée par un client, parce que vous pouvez avoir une entreprise cliente qui demande une attestation de présence en plus de la feuille d'émargement. Et vous devez transmettre aux stagiaires avant la formation donc les objectifs, le contenu de la formation, la liste des formateurs, le planning, les horaires, les modalités d'évaluation, les coordonnées d'une personne au sein de votre organisme de formation et le règlement intérieur. Voilà, si vous avez tout ça, préparez tout ça et vous êtes tout bon pour faire vos formations. Donc, là, je fais un petit zoom rapide sur les dispositifs de formation. Je trouve que c'est hyper intéressant, parce que, vous, en tant que futur formateur ou formateur, vous devez connaître quels sont les dispositifs, à disposition de vos clients et de vos stagiaires. Et si vous êtes, salarié ou entrepreneur, vous pouvez aussi bénéficier, de fonds. Donc je vais faire un petit zoom là-dessus. Alors, la loi 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a fait évoluer certains dispositifs de la formation professionnelle. Donc, on a le plan de formation qui a été remplacé par le développement de compétences. Alors, pourquoi le développement de compétences? L'idée, c'est à l'initiative de votre employeur, de l'employeur, qui a des obligations de faire évoluer les compétences de ses salariés, de mettre en place un parcours pédagogique de formation pour ses collaborateurs, pour que ces collaborateurs puissent évoluer en termes de fonction, de poste, évoluer en situation de travail, etc. Voilà. Donc, il faut savoir que depuis 2014, l'entretien professionnel est une obligation tous les 2 ans et cet entretien professionnel permet en fait aux salariés et à l'employeur de se poser et de dire bon bah voilà, quelles sont les formations que j'ai suivies ces 2 dernières années et quelles sont les formations que j'aimerais suivre pour évoluer dans mon job où l'employeur peut dire bon bah voilà, quelles sont les formations que j'aimerais que tu suives pour que tu évolues dans ton job ou que tu évolues vers d'autres fonctions, etc. Voilà, donc ça, c'est pour ça que maintenant, c'est plus un plan de formation, c'est vraiment un plan de développement des compétences avec un référentiel de compétences en fonction de votre poste. Vous avez ça. Vous avez le CPF, donc que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est alimenté en euros et non plus en heures. Avant, c'était des heures et depuis 2019, c'est transformé en euros. Donc,
tout professionnel va acquérir 500 € TTC sur son compte enfin, sur son CPF chaque année, avec un plafond maximum de 5 000 € TTC. D'accord? Donc, si vous avez 5 000 € et que vous ne utilisez pas vos 5 000 €, l'année d'après, vous ne pourrez pas aller au-delà de 5 000 €. Ça sera 5 000 € le plafond. Par contre, vous avez des salariés qui n'ont pas de qualification voilà, supérieure, qui peuvent bénéficier d'une alimentation de 800 € TTC. On a aussi des personnes en situation de handicap. Voilà. Donc, il y a quand même des aides pour des personnes en fragilité et qui vont avoir une alimentation de 800 € avec un plafond maximum de 8 000 €. Donc ça, c'est intéressant à savoir et donc je ferai un petit zoom sur le CPF parce que je pense que c'est intéressant pour vous en tant que formateur de savoir comment est-ce qu'on peut rendre éligible sa formation au CPF. Vous avez également le FNE formation. Alors ça, moi j'adore, c'est génial. En fait, c'est un dispositif qui existe depuis un certain nombre d'années, mais qui s'est développé avec la crise sanitaire qui a été créé en 2020, qui a été prolongé en 2021 et toujours maintenu en 2022. L'idée, c'est quoi? C'est que toutes les entreprises qui sont en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, donc c'est peut-être plus trop le cas aujourd'hui, mais qui ont eu des difficultés suite à la crise sanitaire avec une baisse d'activité, ou qui sont, alors ça c'est très intéressant, en mutation ou en reprise d'activité, peuvent faire bénéficier à leurs salariés du FNE formation. Voilà. Donc, qui peuvent bénéficier du FNE formation? Ça peut être des personnes qui sont en CDI, en CDD, qui sont en chômage partiel ou non, qui sont à temps plein ou à temps partiel et qui travaillent sur site ou qui sont en télétravail. Vraiment tous les salariés, sauf ceux qui sont en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Et donc, il y a 4 parcours de formation qui sont possibles. Donc, il y a la reconversion, la certification, anticipation des mutations ou adaptation des compétences spécifiques au contexte sanitaire. Donc, par exemple, je veux atteindre un nouveau marché, je réorganise ma société, je mets en place de nouveaux process, je mets en place de nouveaux process pour la partie commerciale, l'organisation, toute la gestion, etc. Vraiment enfin, voilà, toute cette partie formation. Donc les modalités, en fait, c'est, vous pouvez du coup, permettre à vos salariés, si vous êtes entrepreneur par exemple, et puis pour, vos clients s'ils souhaitent faire bénéficier de fonds, faire bénéficier, de ce fonds à tous les salariés pour les formations qui sont, à distance ou en présentiel, qui soient certifiantes ou non, sur étagère ou sur mesure, pour une durée maximale de 12 mois. Donc vraiment, en fait, ce sont toutes les formations qui correspondent aux souhaits de développement d'une entreprise. Voilà. Et donc, la prise en charge est à 100% pour les entreprises de moins de 300 salariés. Donc, il faut juste que l'entreprise dise qu'elle est soit en activité partielle, soit en activité partielle de longue durée, soit elle est en difficulté, ou soit elle indique qu'elle est en reprise d'activité ou elle est en mutation ou en transition. Voilà. Et donc, vos formations n'ont pas besoin d'être certifiantes ni éligibles au CPF pour que ça soit pris en charge par le FNE. Donc après, là, vous voyez que moins de 300 salariés, c'est pris en charge à 100%. Entre 300 et 1000 salariés, c'est 70 à 80%. Et plus de 1000 salariés, c'est entre 40 et 80%. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un dispositif qui est, voilà, qui peut aider les entreprises et puis les collaborateurs de ces entreprises. Donc comment est-ce que l'entreprise demande une prise en charge? Elle doit contacter son OPCO. Donc, il faut savoir que chaque entreprise cotise à son OPCO, d'accord? Et c'est chaque OPCO qui définit les délais et les modalités de prise en charge. Mais la grille, elle est là. Après, il faut faire attention parce qu'il y a des OPCO qui ont des budgets FNE, mais peut-être que tout le budget a déjà été dépensé. Voilà. Donc, normalement, là, on est en début d'année, il n'y a pas de risque. Et là, vous avez jusqu'en juin 2022 de mémoire pour faire vos demandes, non, jusqu'en décembre 2022
pour faire pour que les entreprises fassent les demandes de prise en charge pour des parcours qui peuvent être réalisés avant fin 2023. Ça veut dire que vos clients peuvent anticiper en fait le FNE pour des formations jusqu'à fin 2023. Je ne sais pas si c'est clair, mais pour moi, je trouve que c'est un dispositif qui est extraordinaire et qui accompagne les entreprises et puis qui peut être un atout commercial pour vous en tant que formateur. Voilà. Alors, ensuite, vous avez le CPF de transition qui a en place le CIF. Donc, ça permet à des salariés de s'absenter de son poste pour suivre une formation en reconversion professionnelle. Voilà. Donc, pendant cette période, le salarié est rémunéré. Et ensuite, nous avons le PROA, qui est un nouveau dispositif, enfin nouveau, ça date quand même de 2019, et qui permet aux salariés en CDI, en contrat unique aussi d'insertion à durée indéterminée, en activité partielle, de faire des formations avec une qualification reconnue, voilà, en parallèle de ces missions. Donc, je ne sais pas si je vois des chats, non, donc voilà, n'hésitez pas. Et j'ai l'impression que ça marche pas bien sur Facebook, mais bon, c'est pas grave. On passe au slide suivant. Donc voilà, là, j'ai fait un petit schéma sur les dispositifs de financement. Donc, vous avez l'entreprise qui cotise à l'URSSAF, et c'est l'URSSAF qui verse une partie à France Compétences, qui va rediriger à la Caisse des dépôts, aux régions, à l'État, aux opérateurs, et l'URSSAF qui reverse aussi les fonds à l'OPCO. Voilà, et avec les différents dispositifs qui sont en dessous. Alors, un sujet qui peut être intéressant, c'est comment rendre éligibles vos formations au CPF? Donc ça, c'est une question qu'on a souvent. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour être éligible, les formations doivent permettre à obtenir une certification professionnelle qui soit inscrite au RNCP ou dans leur répertoire spécifique, d'accord? Donc, les actions de formation éligibles, c'est les certifications inscrites. Les formations qui permettent de valider des blocs de compétences qui correspondent à une partie de la certification, donc pas de toute la certification, mais une partie. Ou des formations qui aboutissent aux certifications et habilitations. Des formations qualifiantes qui figurent sur une liste établie par les partenaires sociaux. Donc, vous avez les syndicats patronaux, les organismes syndicats qui négocient en fait une liste de formations. Donc là, ça peut être pris en charge par le CPF. Les formations pour tout ce qui est création et reprise d'activité. Donc voilà, imaginons que vous avez une formation pour accompagner des futurs entrepreneurs. C'est pris en charge par le CPF sans qu'il y ait besoin d'être certifiante. Tout ce qui est bilan de compétences, validation des acquis, tout ce qui est permis B, poids lourd, vous pouvez faire une formation permis B avec votre CPF. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Et puis, tout ce qui est action de formation dans le cas du compte d'engagement citoyen. Voilà, donc volontaire, donc tout ce qui est bénévole, sapeurs-pompiers, pour acquérir de nouvelles compétences dans l'exercice de leur mission. Donc tout ça fait partie des formations éligibles au CPF. Donc du coup, maintenant qu'on sait ça, on se dit, en fait, comment je rends ma formation éligible? Alors, la première chose, vous avez une première solution qui est longue, qui est très longue, qui peut durer des mois, c'est de faire en sorte que votre formation figure au RNCP ou au répertoire spécifique de France Compétences. Voilà. Donc, vous devez faire la téléprocédure sur certifpro.francecompétences.fr. Donc, ça se fait en ligne. Maintenant, avant, ça se faisait sur dossier. Maintenant, ils ont une plateforme, ils ont mis une plateforme. Ça peut durer des mois en attendant que vous ayez une réponse. Vous avez une deuxième solution que nous, on met en place chez Prium Formation, c'est de mettre en place des partenariats avec un organisme de formation qui propose une certification. Donc, vous allez louer la certification. Donc, l'idée, c'est, vous allez sur le site France Compétences, vous allez rechercher une
certification qui correspond à votre formation. Et si vous trouvez une certification, vous allez contacter en fait le partenaire pour utiliser cette certification. Voilà, c'est très rapide, ça peut être coûteux, ça peut être gratuit. Il y a des organismes qui vous mettent à disposition les certifications que vous pouvez utiliser à titre gracieux et d'autres qui vont vous demander un forfait par stagiaire ou par formation. Voilà, mais ça vaut le coup en attendant de rendre votre formation éligible au RNCP ou au répertoire spécifique. Donc ça, c'est un petit conseil qu'on donne aux personnes qui souhaitent travailler avec Prix en Formation et qui souhaitent rendre éligible leur formation professionnelle au CPF. Donc là, j'ai fini sur la partie formation. Est-ce que vous avez des questions sur la partie formation? Je ne vois pas de questions, moi, de mon côté. Je ne sais pas, Wayang ou, ou Géraldine, comme vous êtes sur le live, si vous avez des questions, vous voyez des questions, n'hésitez pas à me dire. Mais a priori, il n'y en a pas. Bon, bah, ça a l'air d'être clair. Ce que je vais faire également, c'est que voilà, je répondrai à la fin du live. Donc, n'hésitez pas. Alors, je fais un petit zoom sur le portage salarial. Donc, qu'est-ce que le portage salarial? Donc, Prix en Formation est un organisme de formation. On est Data Docké et maintenant certifié Calliope. On a notre numéro d'activité et on est organisme de formation et on est une société de portage salarial pour les formateurs indépendants. Voilà. Donc, le portage salarial, c'est une relation tripartite qui vous permet de vous lancer comme formateur sans avoir à créer de micro-entreprises, d'entreprises individuelles ou de sociétés. Voilà. Et de bénéficier du statut de salarié. Donc, le principe, il est très simple. Imaginons que vous avez une formation à réaliser la semaine prochaine avec un client. Vous n'avez pas votre société, vous n'êtes pas certifié Calliope, enfin voilà, vous ne savez pas comment faire. Bon, mais par contre, vous voulez vous lancer comme formateur. Donc, vous nous contactez. Nous, on signe la convention de formation entre Prix en Formation et votre client, d'accord, avec le prix que vous avez négocié avec votre client. Donc, le tarif horaire, le tarif journalier ou le forfait, peu importe. À côté de ça, on va signer un contrat de travail avec vous, en CDI ou en CDD, contrat cadre, et on va facturer la prestation à votre client et on va transformer les honoraires en salaire pour vous. Voilà. Donc, les avantages, c'est que déjà, vous pouvez entreprendre facilement, très rapidement. Vous bénéficiez du statut de salarié, mais surtout, vous bénéficiez de toute notre, toute la réglementation qu'on a mis en place chez nous, c'est-à-dire la certification Calliope. Vous n'avez plus besoin d'être certifié puisque vous devenez salarié de notre société de portage salarial, organisme de formation. Voilà. Donc, vous déléguez toute cette gestion chez nous. Et un des gros avantages, c'est que si vous travaillez avec des OPCO et que vous demandez en fait que l'OPCO vous règle vos prestations, ça peut prendre 60, 90 jours, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Enfin, c'est assez long, il faut savoir. Que quand on travaille avec des OPCO, il y a des OPCO qui payent de façon assez tardive. Nous, chez Prix en Formation, on va avancer. C'est-à-dire qu'on récupère à nous les fonds des OPCO, mais en étant salarié chez nous, tous les mois, vous aurez votre salaire indépendamment des règlements de vos clients. Voilà. Donc, c'est une activité légale et réglementée qui existe depuis une vingtaine d'années, mais qui est inscrite dans le Code du travail depuis 2008. Il y a eu la création du PEPS, le syndicat, le principal syndicat patronal du portage salarial. 2015, ordonnance et décret d'application. Et depuis 2017, on a notre propre convention collective. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a pu mettre en place le chômage partiel en 2020 avec la crise sanitaire. Et donc, on a pu faire bénéficier de 84% du net de nos salariés portés pendant cette crise-là. Donc ça aussi, c'est voilà, c'est important à savoir puisque ça apporte aussi une certaine protection
sociale et financière. Les avantages, donc comme je vous disais, il y a un gain de temps. La sécurité, vous bénéficiez du statut de salarié. Vous avez un salaire tous les mois. Vous pouvez, obtenir un prêt pour un logement. Quand vous êtes en micro-entreprise, en entreprise individuelle ou en SASU, vous devez établir 2 années de bilan avant d'obtenir un prêt bancaire. Là, vous avez 3 bulletins de salaire. Vous intégrez un réseau de consultants, de partenaires, enfin voilà, on vous accompagne. On vous met dans notre catalogue de formation, on communique pour vous, enfin voilà, il y a vraiment tout cet aspect d'accompagnement. Vous êtes libre, en fait, vous choisissez vos missions, vous choisissez vos clients, vous choisissez les formations que vous souhaitez faire. Par contre, c'est pas ouvert à tous parce que vous devez facturer au minimum 250 € par jour. Voilà. Je pense que des formations à moins de 250 € par jour, ça vaut pas le coup non plus. Voilà, il faut pas non plus vous brader. Et au niveau du coût, bien entendu, vous cotisez, vous payez des cotisations, sociales, donc cotisations URSSAF, des charges patronales et des charges salariales et bien entendu, la société de portage salarial va prendre des frais de gestion. Voilà. Après, il faut bien choisir la société pour vous accompagner dans votre activité. Les avantages du portage salarial, donc vous devez, en fait, grâce au portage salarial, vous respectez la réglementation. Vous n'avez plus besoin de créer votre société, donc plus besoin d'avoir un NDA. On est au Datadoc, on est Calliope, donc voilà. Vous utilisez tous nos documents, donc convention, contrat de formation, le règlement intérieur. Vous n'avez rien à faire. On s'occupe du bilan pédagogique et financier et on est exonéré de TVA en tant qu'organisme de formation. Voilà, donc on est exonéré de TVA. Et vous pouvez, et puis après, nous, on vous accompagne sur EDOF. Alors, EDOF, c'est la plateforme pour le CPF. Donc, on va vous accompagner, on va vous dire, est-ce que votre formation est éligible au CPF? Oui, non. Et si elle est éligible, si vous avez un partenaire, eh ben, on va mettre votre formation sur le site EDOF avec mon compte personnel de formation. C'est-à-dire que les stagiaires ou n'importe quel professionnel en France cherche votre formation, va le trouver sur mon compte personnel de la formation. Sur le site Kairos qui est pour aussi le Pôle emploi. Donc on référence les formations de nos salariés portés sur ce site-là et puis sur notre catalogue de formation. Donc on est en relation pour vous avec les OPCO, la Caisse des dépôts, avec vos clients. Voilà, on va les accompagner sur les prises en charge, etc., etc. Donc, j'ai vu 2 petites questions. Alors, Jonathan, est-ce une association peut également faire des formations? Bien entendu, une association peut faire des formations, mais par contre, elle doit quand même obtenir un NDA, d'accord? Un numéro d'activité de formation. Et puis après, si voilà, elle souhaite faire en sorte il y ait des fonds, que les clients bénéficient de fonds mutualisés, il faut qu'elle ait la certification Calliope. Est-ce qu'on peut rester freelance et passer par le portage pour la partie formation? Bien entendu, vous pouvez rester freelance, être en portage salarial, vous pouvez être salarié d'une entreprise, vous pouvez être freelance avec votre propre structure et passer une partie de votre activité avec le portage salarial en formation. Bien entendu. Nous, on a chez nous, par exemple, des personnes qui sont salariés portés sur prix en portage, qui font des missions de consulting et à côté de ça, ils sont formateurs et donc ils passent aussi une partie de leur activité via Priam Formation. Et donc, ils ont 2 contrats de travail, 2 bulletins de salaire. La société de portage doit-elle obligatoirement référencer pour intervenir dans les collectivités chez les acteurs publics ou bien est-ce possible sans être référencé au départ? Non, 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 on peut être non référencé pour intervenir dans les collectivités. Maintenant, ça dépend aussi si, par exemple, les collectivités émettent des appels d'offres publics. Donc là, la société de portage peut répondre à des appels d'offres publics. Les avantages pour votre client, il y a une protection juridique, c'est encadré par le code du travail. Il n'y a pas de lien juridique direct entre vous et votre client. Donc, imaginons que vous êtes
formateurs et les clients, ce sont des organismes de formation du type Segos ou d'autres organismes de formation du type MC2I. Nous, on travaille également avec MC2I. Et ben, il n'y a pas de lien juridique entre vous et eux. Voilà. Il n'y a pas de risque de prêt de main-d'œuvre illicite. La gestion contractuelle est simplifiée. Donc, nous, on gère vraiment la mise en place de tous les contrats. On gère les fins de contrat, on gère les congés payés, etc., etc. On s'occupe pour vous du contrat de travail, de la paye, de la mutuelle, des tickets restaurants, vraiment statut de salarié. Et puis, votre client est facturé sur la base des honoraires que vous avez négociés sans coût supplémentaire. Donc, pour eux, c'est transparent. Et le dernier avantage, c'est que si votre client est une association, une école ou un particulier, comme nous, on est exonéré de TVA, vous pouvez facturer sans TVA, donc il gagne 20% de TVA derrière. Alors, le cumul chômage et portage salarial, vous pouvez aussi très bien cumuler le chômage et le portage salarial. Donc, imaginons qu'aujourd'hui, vous soyez au Pôle emploi et que vous voulez faire des missions en portage salarial via la formation. Eh bien, vous pouvez avoir les deux, puisque nous, on va signer avec vous un CDI ou un CDD à temps partiel, d'accord? Donc, tous les mois, vous allez dire au Pôle emploi, j'ai un CDI ou j'ai un CDD, mais je suis à temps partiel et je suis toujours en recherche d'activité. Mais vous allez sortir de la catégorie A, donc le Pôle emploi va arrêter de vous appeler pour dire où est-ce que vous en êtes, etc., puisque vous aurez quand même une activité. Tous les mois, vous allez déclarer en fait le salaire que Priam Formation va vous fournir, d'accord? Et le Pôle emploi va compléter ou pas vos droits. Voilà. Et vous allez créer de nouveaux droits avec nos bulletins de salaire. Donc, je vous donne un exemple hyper concret. Imaginons que Priam Formation vous donne un salaire à 3 000 € brut, d'accord? Et que aujourd'hui, vous avez 100 € d'indemnité au Pôle emploi par jour, donc 3 000 € par mois. Vous avez une fin de droit au 31 décembre 2022. On vous donne 3 000 €. Le Pôle emploi va proratiser à 70%. Donc 70% fois 3 000 €, ça fait 2 100 €. Comme le Pôle emploi vous donne 100 € par jour, ils vont dire que les 2 100 € correspondent à 21 jours. Donc 2 100 divisé par 100 € par jour. Donc ça donne 21 jours. Le Pôle emploi va compléter à hauteur de 9 jours pour arriver aux 30 jours. D'accord? Donc ça fait 900 €. Donc du coup, la fin de vos droits, en fait, elle est repoussée de 21 jours parce qu'on vous aura donné 21 jours. Donc Pôle emploi considère qu'on vous a donné 21 jours, va reposer la fin de vos droits du 31 décembre 2022 au 21 janvier 2023. Et comme on vous a donné 21 jours, le Pôle emploi vous complète de 9 jours pour arriver aux 30 jours, donc va vous compléter de 900 €. Voilà. Si le salaire est égal à 0, en portage salarial, je peux vous faire des bulletins de salaire à 0 parce que vous n'avez pas d'activité. Là, vous allez déclarer au Pôle emploi, ce mois-ci, j'ai rien perçu, voici, j'ai perçu 0. Il va vous donner les 30 jours. Et si un jour, vous avez un très gros salaire à 10 000 €, par exemple, on proratise à 70%, donc 7 000 €, c'est bien au-dessus des 3 000 € octroyés par le Pôle emploi. Et bien, le Pôle emploi ne vous donne rien et vous décale de 30 jours. Et etc., etc., etc. Et en fait, vous allez créer de nouveaux droits également avec nos bulletins de salaire. Au niveau des congés payés, sachez qu'en portage salarial, tous les mois, vous allez acquérir 2,5 jours de congés payés, qui va représenter 10% de votre salaire brut du mois. D'accord? Alors là, j'ai mis prix en portage, j'ai oublié de mettre prix en formation, mais c'est pareil. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de côté 14,5%, parce qu'il y a 45% de cotisation patronale environ. Et dès que vous prenez des congés, ce qu'on a mis de côté, on vous les reverse. Voilà. Si vous ne souhaitez pas prendre de congés, vous nous déclarez tous les mois 2,5 jours de congés payés. C'est simple. Vous pouvez gérer comme un salarié classique qui avoir des mois, par exemple, au mois de juillet, août, où vous avez besoin de prendre 30 jours de congés payés, enfin 20 jours de congés payés, ou vous pouvez gérer comme un indépendant et vous voulez avoir la totalité tous les mois, c'est complètement possible. Et puis au niveau de la fin de contrat, donc il faut savoir que si vous êtes en CDD, vous avez une prime de précarité en fin de contrat. Si vous êtes en CDI, il y a plusieurs choses pour la fin de contrat. Soit vous démissionnez, mais Prium jamais ne vous obligera
à démissionner, parce que si vous démissionnez, vous ne pouvez pas bénéficier du Pôle emploi par la suite. Soit vous êtes en période d'essai, donc nous on met fin à la période d'essai, d'accord? Soit vous n'êtes plus en période d'essai, on fait une rupture conventionnelle. Et nous, ce qu'on fait pour pouvoir faire la rupture, c'est qu'on commence à provisionner la prime de rupture conventionnelle à la fin de la période d'essai. Voilà. Et donc, c'est un quart de mois par année d'ancienneté. Donc, ça veut dire que nous, on va prendre la meilleure moyenne entre les 3 derniers mois et les 12 derniers mois, c'est votre salaire de référence. Et la prime de rupture, c'est ce salaire de référence divisé par 4, multiplié par le nombre de mois chez nous, divisé par 12. Donc, ça donne un quart de mois par année d'ancienneté. Et nous, ce qu'on va provisionner, c'est ce montant qui va être du net pour vous, parce qu'il n'y aura pas de cotisation sociale, de charge salariale dessus, plus 20% de forfait social. Donc, il faut savoir que les cotisations patronales, c'est entre 45 et 48% en portage salarial. Et donc, du coup, lorsque vous faites une rupture conventionnelle, vous payez plus 45% de cotisation patronale, mais uniquement un forfait social de 20%. Voilà. Donc, c'est aussi intéressant d'avoir une prime de rupture, puisque vous allez me payer moins de cotisations. Maintenant, l'inconvénient, c'est que bien entendu, si vous faites une prime de rupture, ça va décaler d'autant plus les débuts de vos droits. Voilà. Donc, mais ça, il faut le savoir. Alors, quel statut choisir? Juste un zoom hyper rapide. L'auto-entrepreneur, très simple, très rapide. 23% de cotisation, 11% la première année avec l'ACRE. Formalité comptable simplifiée. Ça, c'est les gros avantages. Inconvénient, chiffre d'affaires plafonné, pas possible de réduire les frais pro. Il y a une responsabilité illimitée. Vous devez avoir votre NDA, faire vous-même votre bilan pédagogique, avoir la certification Calliope et vous n'avez pas de protection sociale. Okay. Société unipersonnelle, SASU ou EURL, il n'y a pas de chiffre d'affaires plafonné. Vous pouvez réduire les frais pro. Vous avez une responsabilité illimitée, mais c'est beaucoup plus complexe, plus coûteux. Il y a une comptabilité à tenir, il y a un NDA, le bilan pédagogique, la Calliope également. Voilà. Et des assurances à souscrire. Le portage salarial, plein d'avantages, hyper rapide à mettre en place, protection sociale, cotiser au chômage, à la retraite. Vous avez des avantages de l'entreprise. Donc, il y a certaines entreprises qui mettent en place des mutuelles, PE, PERCO, le CESU, enfin voilà, chèque cadeau, ticket restaurant, etc., etc. Vous avez un bulletin de salaire, vous n'avez aucune démarche administrative, vous profitez du numéro d'activité et de la certification Calliope de l'entreprise de portage salarial. C'est la société de portage qui a toutes les assurances. Voilà. Le gros inconvénient, c'est le coût. Vous pouvez réaliser une simulation, obtenir un bulletin de salaire sur notre site, donc n'hésitez pas. Donc, c'est Priam Formation. Et vous avez une petite calculette, vous cliquez dessus, vous remplissez vos éléments. En 2 secondes, vous avez un bulletin de salaire. Voilà, donc c'est vraiment c'est hyper complet. On a développé, nous, notre propre moteur de paye voilà, sur notre site, donc n'hésitez pas à regarder. Si le portage salarial vous intéresse, mais pas sur la formation professionnelle, regardez Priam Formation, Priam Portage. OK? Nous, on s'engage à verser le salaire au plus tard le 5 du mois. On est transparent sur le coût des taxes et assurances, pas de frais cachés, vous avez un gestion dédié, on répond en moins de 24 heures. Voilà, on s'engage à vous accompagner. Et puis, vous avez quelques avis de nos portées. Je pense que voilà, c'est vraiment gage de notre qualité. C'est les avis des personnes qu'on accompagne. Donc voilà, voici Priam Formation. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec Zineb, la directrice de Priam Formation, et de ses collaboratrices, Zara et Miliana, qui vont répondre très rapidement. Sinon, vous nous envoyez un petit mail et vous pouvez nous suivre sur LinkedIn. Alors, du coup, j'ai vu qu'il y a quelques questions. Est-ce que ça vous arrive Alors, c'est Amouda. Bonjour Amouda. Est-ce que ça vous arrive de proposer des missions de formateurs chez vos clients à vos portées? En fait, nous, ce qu'on va faire, oui, ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va permettre aux formateurs d'être plus visibles. Donc, on a mis en place un catalogue de formation.
on va référencer la formation sur EDOF ou sur Keros, si c'est éligible. On va les accompagner pour la construction, en fait, aussi, des PowerPoint, enfin voilà, de la présentation. Et donc, hop. Ah, j'ai vu que excusez-moi. Donc voilà. Donc, du coup, on va les accompagner sur ces sujets-là. Et ensuite, ce qui peut arriver, c'est qu'on ait des formateurs qui travaillent avec des entreprises et qui ont besoin, d'avoir d'autres formateurs avec eux. Donc on va les mettre en relation, voilà, sur la partie formation. Après, on va former aussi nos salariés portés de prix en portage. Donc on va regarder dans notre catalogue et les formateurs qu'on gère, si, il y a des formations, que nos salariés portés, sur d'autres activités souhaitent suivre. On a aussi des salariés internes qui souhaitent suivre des formations de nos formateurs indépendants. Pouvez-vous me dire quel est le pourcentage à déduire de son chiffre d'affaires environ si on cumule les prestations sociales et les frais de gestion? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à peu près 50% de son chiffre d'affaires hors taxe, c'est du net avant impôt, en portage salarial classique, d'accord? En portage salarial avec un organisme de formation, c'est à peu près 47 à 48%. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça c'est très important, c'est que si les formations ne sont pas assujetties à la TVA, vous allez gagner 20% en plus parce qu'on va pas facturer la TVA avec vos clients, mais on a la taxe des salaires. Donc, c'est une taxe qui est obligatoire dans le cadre où les formations sont exonérées de TVA. Donc, organisme de formation, exonération de TVA, vous allez pouvoir facturer plus, mais vous allez avoir à peu près 47% du chiffre d'affaires hors taxe en net. Portage salarial non exonéré de TVA, c'est 50% du chiffre d'affaires en net. Alors, étant formateur, porté salarié, pris en formation, je certifie la qualité de service et l'intérêt d'être formateur au sein de l'établissement. Au top. Merci énormément. Est-ce que vous êtes labellisé? Prium Formation n'est pas labellisé 0 frais cachés, malheureusement. En portage salarial, mais elle fait partie du groupe et bien entendu, on respecte la charte de la FEDEPS, puisque Prium Portage fait partie des sociétés labellisées 0 frais cachés. En portage salarial, le CPF du salarié porté est-il alimenté? Bien entendu, il est complètement alimenté. Merci pour cette présentation très claire. En tout cas, merci à vous. Voilà, ça c'est mon lien LinkedIn, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je suis assez disponible par chat sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Il est 13h pile poil, donc on a tenu 1 heure. J'espère que voilà, ce premier LinkedIn Live et Facebook Live vous a plu. Dans 2 semaines, il y aura un autre événement, donc je communiquerai très bientôt sur ce nouvel événement. Donc, et puis, je vous dis à très, 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 très bientôt et prenez soin de vous.